Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chant visuel, collection dirigée par Pierre-Jean Bengozi, Raphaël Moine, Bruno Pe accent aigu QCDDFNNNBNNNUIGNO et Guillaume Soulez. Une collection d'ouvrages qui traitent de façon interdisciplinaire des images, peinture, photographie, BD, télévision, cinéma, acteurs, auteurs, marché, metteurs en scène, thèmes, techniques, public, etc. Cette collection est ouverte à toutes les démarches théoriques et méthodologiques appliquées aux questions spécifiques des usages esthétiques et sociaux des techniques de l'image fixe ou animée, sans craindre la confrontation des idées, mais aussi sans dogmatisme. Dernière parution. Joachim Daniel Dupuis, Soulbass, Cinéma et écologie, des fourmis et des hommes, 2020. Toufik Elkhoury, Aliénation et déterminisme dans le film noir classique, 1944 à 1949, 2020. Pascal Noblet, Les guerres de Jean-Luc Godard, 2020. Maxime Schinfeigel, En cinéma des figures de l'autre, 2020. Johan Guglielmetti, Musique et cinéma, L'Union libre, 2020. Des Ramos, Nelson Pereira dos Santos et l'invention d'un cinéma national, 2019. Louise Albert Serrut dire Le cinéma de Jean-Luc Godard et la philosophie, 2019. Delphine Chedaleux et Mélisande Leventopoulos dire Cinéphilie plurielle dans la France des années 1940 à 1950, 2019. Joseph Korkmaz, Présence du cinéma libanais, 2019. Anna Vera, Le cinéma portugais, Histoire, culture et société 1963-2015, 2019. Étienne Janot, Les stratégies de la peur dans le cinéma d'horreur, 2019. Paul Obadia, La Belle et la Bête de Jean Cocteau 1948, Une affaire de genre 2019. Michel Estève, Bernanos au cinéma 2019. Juan Marin, Le jeu des Ménines de Picasso. Petit guide pour une lecture interactive, 2019. Frédéric Ardouin, L'art cinématographique selon Godard. Introduction aux histoires du cinéma de Jean-Luc Godard, 2019. Dominique Château, Contribution à l'histoire du concept de montage Kuleshov, Pudovkin, Vertov et Eisenstein, 2019. Introduction. On considère qu'au cinéma la musique est soit indépendante des images, à l'instar des compositions d'un Vladimir Cosma ou d'un Ennio Morricone, soit fonctionnelle, autrement dit dépendante du film, à l'exemple des partitions d'un Howard Shore ou d'un Carter Burwell. Dans ce livre, nous tenterons de naviguer entre ces deux tendances, de montrer qu'elles ne sont pas opposables et que la musique est par essence un peu des deux à la fois. Souvent, la partition n'est ni simplement indépendante des images, puisqu'elle peut se rattacher à la vie intérieure des personnages, à la diégèse et à l'intrigue du film, ni juste fonctionnelle dès lors qu'elle s'accorde toute latitude par rapport à la profilmie. Nous verrons comment cinéastes et compositeurs gagnent à exclure la musique de l'idée d'une dichotomie entre ces deux penchants et à lui préférer un caractère omniscient qui dépend moins de l'image, découpage, mise en scène, montage, que de l'esprit global du film, lui donnant la liberté d'évoluer parallèlement à chaque scène en fonction du scénario. Pour exemple, le réalisateur-compositeur Tom Tykwer, qui compose la musique de ses films de concert avec la rédaction du scénario, explique au sujet du parfum, Histoire d'un meurtrier, 2006. J'ai eu de la chance parce que je pouvais commencer à écrire la musique dès le début du script. Je composais le même jour où j'ai commencé à écrire le scénario. Alors, tout le processus d'écriture du scénario se faisait complètement parallèle à celui de la musique. Dans ce cas de figure, comment la musique peut-elle dépendre des images alors que celles-ci ne sont pas encore tournées ? Il conviendra de considérer dans sa globalité la question de la division traditionnelle entre la disposition de la musique à l'indépendance et sa tendance à sa fonctionnalité vis-à-vis des images, et d'en explorer quelques ressorts esthétiques généraux. Nous montrerons comment, même vouée à fonctionner avec et uniquement avec une image spécifique, la musique garde toujours une part d'inné. Dans un premier temps, nous constaterons que cette question se pose déjà bien avant l'avènement du cinéma et de la problématique de son rapport à la musique. En effet, si l'œuvre d'opéra s'appuie sur une histoire, un livret, un scénario en quelque sorte que la musique et en particulier le chant doivent respecter, c'est comme le pense le musicologue Michel Poysa,
Le phénomène d'autonomisation radicale de la voix, de ce véritable détachement de la voix comme objet venant s'emparer de toute la disponibilité de l'auditeur qui a rendu possible la mise en place même du dispositif de l'opéra. Nous aborderons la façon dont elle prend tout son sens au temps du muet, les critiques et le public des salles réclamant une musique correspondante à l'action développée à l'écran. Nous prendrons pour exemple d'apogée d'un désir de fusion image-musique, les films de Sergueï M. Eisenstein, Alexandre Nevsky et Ivan le Terrible, musique du compositeur Sergueï S. Prokofiev, 1891 à 1953. Nous élargirons notre point de vue en nous appuyant sur le cas de figure de Beethoven, dont la métaphore visuelle est régulièrement utilisée par ses biographes pour décrire son œuvre. Ensuite, nous aborderons la question du souvenir. Nous verrons que si le thème musical du film est relié dans notre mémoire à ce pourquoi il fut créé, la musique alimente un souvenir post-film, indépendant de l'intrigue du film en soi, et qu'elle tente à nourrir une mystification émotionnelle de l'œuvre originelle. Nous tenterons de mettre en lumière la façon dont cette musique peut parvenir jusqu'à éclipser la raison de son origine, à savoir le film lui-même, être après coup considéré comme original, indépendamment de l'œuvre pour laquelle elle aura été composée. Puis nous traiterons de la dépendance de la musique à la temporalité intrinsèque au film. La musique peut en effet contribuer ou s'assujettir tant à l'allongement du temps filmique qu'à son accélération elliptique. Elle peut même s'accorder au changement d'espace-temps dans la même continuité dramatique. Nous aborderons succinctement la question de l'interdépendance rythmique, car si la musique est en mesure de s'appuyer sur les impulsions naturelles et primordiales, elle peut soit diriger rythmiquement le film, soit subir le rythme de l'image et s'y adapter. La question de la collaboration entre le réalisateur et le compositeur scellera notre parcours de ce rapport particulier entre image et musique au cinéma. Un recueil de témoignages de 18 réalisateurs et de 18 compositeurs de tous horizons nous indiquera que les possibilités de collaboration sont hétérogènes et qu'elles ont pour dénominateur commun la nécessité d'instaurer un dialogue entre les deux protagonistes. Ce corpus nous dévoilera quelques points de vue sur la question de la suggestion ou de l'autonomie du compositeur face aux attentes du réalisateur, sur choix de la période consacrée à la musique en fonction du tournage, ainsi que l'expression de sentiments de frustration ou de satisfaction des uns et des autres au regard des différentes expériences. Nous terminerons par un regard particulier porté sur les réalisateurs-compositeurs. Autrement dit, ces cinéastes qui composent eux-mêmes la musique de leurs films, et pour qui la question de la collaboration semble a priori sans objet. Il conviendra de chercher à comprendre l'enjeu de ce choix de cinéaste, et ainsi savoir si dans ce cas de figure, la musique tend plus à la fonctionnalité ou à l'indépendance. Entre fonctionnalité et indépendance. 1. Une tendance à de la musique fonctionnelle. L'illusion d'une liaison entre musique et narration. La problématique de l'indépendance et de la fonctionnalité de la musique, par rapport à la narration dans l'art dramatique, ne date pas du cinéma. D'après Laurent Guido, historien du cinéma, la remise en question radicale du caractère programmatique ou fonctionnel de la musique n'intervient véritablement qu'autour de 1800. Le musicologue allemand Karl Dallos, 1928 à 1989, souligne que l'idée de la musique absolue a été l'idée séculière, résumant le sentiment artistique d'une époque entière. Cette question que nous posons dans le cadre du 7e art est déjà présente dans l'opéra, comme Michel Poysa le signale. Ce sociologue et musicologue estime que, dans cette forme d'expression dramatique, le parcours du chant pur à la prosodie est tout sauf linéaire car il est pris en permanence dans la dialectique d'une jouissance d'une part et de sa maîtrise d'autre part, en l'occurrence le contrôle de la versification et du livret. Il soutient que l'interprète se trouve ainsi amené, s'il veut chanter juste, s'il veut chanter beau, à faire en quelque sorte le deuil de l'intelligibilité. S'il veut susciter l'émotion qui naît du déploiement du continuum musical de l'aria, il est amené à faire le deuil de ces silences, de ces coupures qui édifient la scansion signifiante du langage. Ce dilemme renvoie à une idée du positionnement de la musique dans le film, à travers laquelle le compositeur, s'il veut susciter l'émotion qui naît du déploiement du continuum musical,
serait amené à faire le deuil d'une forme d'allégeance à certains éléments de mise de scène, de découpage et de montage. Le compositeur serait contraint à un accommodement entre liberté de composition et obédience à l'image, comme une conciliation entre la mise en place d'un dispositif de jouissance de la voix et la mise en place d'un dispositif qui vient la régler, dans l'opéra. Vladimir Cosma soutient que Goethe a écrit de très beaux poèmes que Schubert a mis en musique. Mais Goethe n'avait pas besoin de Schubert et l'on peut jouer les musiques de Schubert sans Goethe. Chaque corps de métier artistique considère son art comme suffisant. Il rejoint ainsi la pensée du musicologue du XIXe siècle Eduard Hanslick qui s'appuie précisément sur la pièce Egmont de Goethe, mise en musique par Beethoven en 1810, opus 84. On dit que Beethoven a écrit un Egmont, substituant ainsi le musicien au poète, ou du moins admettant que la légende traitée par ce dernier a fourni au musicien la même matière qu'à lui. C'est une grande erreur. Ni la figure d'Egmont, ni ses actions, ni ses sentiments ne peuvent être le sujet de l'ouverture de Beethoven, comme ils sont celui du drame ou du tableau dont Egmont est le héros. L'ouverture contient uniquement des combinaisons sonores, librement imaginées par le compositeur dans la limite des lois de la pensée musicale, combinaisons d'ailleurs complètement indépendantes en elles-mêmes de l'idée poétique de l'artiste. Cette relation est tellement arbitraire et contingente, que jamais un auditeur de l'œuvre musicale ne soupçonnerait à quel sujet occasionnel elle se rapporte, si l'auteur n'avait pris soin de donner au moyen du titre une direction à notre imagination. Il serait fort admissible que l'ouverture d'Egmont s'appliquât également à un Guillaume Tell ou à une Jeanne d'Arc. Pourtant, d'après Anton Felix Schindler, biographe de Beethoven, l'inspiration du compositeur vient de sa faculté la plus rare et la plus importante, à pénétrer de la nature d'une idée ou d'un poème ayant fait une vive impression sur lui, et l'exciter pour peindre une situation. Son génie créait alors des formes qui n'avaient rien de commun avec les formes reçues. De même, l'élève de Beethoven et pianiste autrichien Karl Czerny 1791 à 1857, en évoquant la sonate opus 57 en fa mineur du compositeur, témoigne. Beethoven, qui aimait peindre les scènes de la nature, pouvait se figurer les roulements des vagues de la mer pendant une nuit de tempête durant laquelle des cris au secours retentissent au loin. Une pareille image peut donner à l'artiste une idée convenable pour l'exécution de ce grand tableau musical. Il est certain que Beethoven, pour beaucoup de ses belles compositions, s'inspirait par ses lectures et ses propres visions. Par l'emploi régulier de la métaphore visuelle, Czerny explique que c'est souvent l'image, tout du moins les événements perçus par l'œil, qui inspirent la musique. L'idée de l'adagio en mi majeur, dans le quatuor, œuvre opus 59 numéro 2, lui vint en songeant à l'harmonie des sphères et en considérant le ciel étoilé dans le silence de la nuit. Pour sa 7e symphonie en la majeure, il était excité par les événements de 1813 et de 1814, ainsi que pour la bataille de Vittoria. Il s'agit d'une erreur puisque Beethoven écrit sa 7e symphonie en 1811 à 1812, alors que la bataille de Vittoria soldant la guerre d'indépendance espagnole, l'alliance des troupes hispaniques, britanniques et portugaises sous le commandement d'Arthur Wellesley boutant l'armée napoléonienne hors d'Espagne, est livrée le 21 juin 1813. Cet exemple nous donne une indication supplémentaire sur la nature arbitraire et aléatoire des images ou, en l'occurrence, des événements d'où résulterait une musique et, dans le cas présent, celle d'une guerre qui n'a pas encore eu lieu. L'arbitraire laisse place à la contradiction lorsque Schindler, constatant cet anachronisme de Czerny, déclare que cette musique n'a point de caractère guerrier, tout en rappelant la proclamation du compositeur lors du procès de Maelzel, qui dit « J'avais déjà l'idée préconçue d'écrire une bataille ». En clair, Beethoven aurait eu l'idée d'écrire un épisode de guerre, sans caractère guerrier. Hanslick enchérit au sujet de cette problématique de la suggestion illusoire de la musique envers le monde du visible, en affirmant que si Beethoven s'est parfois inspiré d'événements, d'images ou d'états d'âme divers pour composer, ce n'a été que pour s'aider par la contemplation d'un objet unique, à mettre dans son œuvre la cohésion musicale voulue. C'est cette unité réalisée dans et par la musique seule, et non pas la connexion avec l'objectif que s'est proposé le compositeur, qui donne aux 4 morceaux de la sonate un caractère de liaison organique. Quand le musicien n'a pas jugé à propos de recourir à cette poétique lisière, quand il s'est livré à l'inspiration purement musicale,
il est impossible de trouver dans les diverses parties de l'œuvre une autre unité que celle qui est du domaine exclusif de la musique. Si les parties qui composent un morceau nous paraissent offrir de l'unité, c'est dans leurs seuls éléments musicaux qu'elles la puisent. D'ailleurs, Hans Lick soutient que pour le roi Lear, la grandiose ouverture de Berlioz n'exprime pas plus l'idée du roi Lear que ne pourrait le faire une valse de Strauss. Nous voyons bien que cette question tient de l'ordre universel propre à la musique, à travers laquelle le cinéma succède aux autres représentations visuelles et textuelles escortées par une composition. Elle se trouve déjà au cœur de la rivalité entre gluckistes et piccinistes à Paris, en 1774. Deux visions opposées sur le rôle de la musique dans le drame. Les gluckistes se réfèrent à Christoph Willibald Gluck, 1714 à 1787, compositeur allemand installé à Paris entre 1774 et 1779, héritier de l'opéra italien, formé à la fin du XVIe siècle à Florence en réaction contre la polyphonie de la Renaissance incarnée par Monteverdi, mais aussi Jommelli et Cimarosa, en passant par Pergolese, Sacchini et Paisiello. Gluck propose une nouvelle conception de l'opéra, ayant pour but d'accorder plus d'espace aux natures. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.